Yes, mon frère! Le seul et unique langage que Dieu comprend, c'est le travail. Man, il faut work. Frigoriste, mécanicien, soudeur, hôtier, coiffeuse, menuisier, couturière, enseignant, tailleur, parlent de leur métier. Chaque semaine, découvrons les rouages et les contours d'un métier. Portrait, profil requis, parcours. Métier à la loupe. Voulez-vous connaître les réalités des métiers? Voulez-vous savoir tout sur ces métiers? Prenez rendez-vous avec la meilleure des radios, Radio Paraco. Tous les vendredis à 16h. Rediffusion à partir de 0. Mesdames et messieurs, bien bonjour, bienvenue sur votre émission Métier à la loupe. Métier à la loupe, comme vous le savez, c'est votre émission qui passe au peigne fin toutes les professions, tous les corps de métier. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une profession avec une grande dame, Madame Sero Baké-Niré. Elle est aide-soignante. Elle exerce à Djougou. Vous allez découvrir l'autre côté d'elle, puisqu'elle n'est pas que aide-soignante. Elle est également artiste musicienne, chanteuse. On en parlera dans un instant. Bienvenue une fois encore. Bonjour à vous, Madame Sero Baké-Niré. Bonjour, Monsieur Sarigaté. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir dans nos murs pour nous parler un peu de la profession, de vous surtout, mais de comment est-ce que vous en êtes venu là? Comment est-ce que vous avez nourri cette passion depuis votre tendre enfance? Est-ce que cela s'est imposé à vous? Est-ce que ça a été le choix des parents? Comment est-ce que vous êtes devenue aide-soignante? Comment vit-on la profession d'aide-soignante? On en saura davantage avec vous. Alors, d'où vous est venue cette passion de la profession? Oh, merci. Bon, la passion d'aide-soignante, je peux dire, c'est une vocation pour moi. Une fois que j'ai quitté les bancs en raison de santé, puisque j'étais un peu indisposée en son temps, donc il fallait vite quitter les bancs. J'ai pensé à la santé et dit, moi j'aime soigner les malades, j'aime être aux côtés des malades, les voir, les guérir, les voir en bonne santé. Donc c'est de là, c'est parti. Donc on pourrait dire que si ce n'était pas la raison de santé, de toute façon, vous auriez pu poursuivre les études, mais fini, disons dans la santé. Oui. Ma vocation était que, c'était de finir. Si la santé me permettait, c'était d'approfondir mes études, être médecin. De toute façon, vous êtes déjà dans la profession et tout. Alors, vous l'exercez, vous êtes aide-soignante, ça fait combien de temps déjà? Oui, il y a de cela une demi-carrière, 15 ans déjà. On dirait j'ai pas. J'ai commencé depuis 2008. On dirait pas. C'est vrai que nous ne sommes pas en télé, mais lorsqu'on vous voit, on peut se dire, elle a commencé il y a 5 ans à peine. Donc déjà 15 ans, hein? Oui, 15 ans. J'ai déjà fait la moitié de ma carrière, bien je peux dire. Bien sûr, d'accord. Alors la profession d'aide-soignante, comment devient-on aide-soignante? On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir soignante. Il faut passer par une formation professionnelle. Il faut passer par une école professionnelle. Donc mon cas, en son temps, j'avais reçu une formation dans l'enceinte de la direction départementale de la Takora. Et après, il y a une formation de briefing au niveau du Burkina Faso. C'est de là, j'ai eu un recrutement en 2008, un reversement de 2008 m'a emporté. Sinon, j'ai commencé par les structures de mesures sociales. Non, on pourrait dire que la profession d'aide-soignante est un peu transversale. C'est-à-dire que vous voyez un peu de tout, vous assistez en fait tous ceux-là. Vous pouvez assister par exemple un chirurgien, vous pouvez assister une sage-femme, vous pouvez assister, je ne sais pas, un stomatologue, vous pouvez... C'est un peu cela? Oui. Il n'y a pas une spécialité fixe. On ne vous affecte pas, disons, auprès par exemple d'un chirurgien ou d'une sage-femme, simplement, vous pouvez être transversal, vous pouvez être avec tout le monde. Oui, les soignants polyvalents. Oui, la profession des soignants polyvalents. Tu es prêt à servir n'importe quelle spécialité là où on t'affecte. Tu dois servir. Et dans votre cas, combien de spécialités vous avez parcouru? On a comme l'impression que vous êtes resté seulement, disons, à la maternité. Voilà, vous avez vite compris, monsieur Gildas. Oui. Je suis vraiment restée à la maternité.
Pourquoi je suis restée? Bon, je me suis dit, c'est parce que mes responsables étaient satisfaits. Le travail, l'accueil se faisait très bien. Les tâches s'accomplissent normalement. Bon, quand tu es sous responsabilité, que tu sais bien tes On n'a plus envie de vous laisser partir. Voilà, c'est ça. Et ça a été votre cas. Sinon, vous auriez souhaité, embrasser également d'autres spécialités. Oui. Et tout de suite, si on vous demande quelle est la spécialité, puisque vous êtes transversale, puisque vous êtes polyvalente, si tout de suite on devait donc vous confier, disons, un autre responsable dans une autre spécialité. Je voudrais être au niveau de la gynécologie. La gynécologie. Puisque vous êtes déjà au niveau de la maternité. Oui, là, apparemment, c'est tout ce qui est femme qui vous intéresse. C'est un peu ça. Ah oui, beaucoup plus. Oui, d'accord. Je suis féministe, mais pas négativement. Bien sûr, bien sûr. Alors donc, on va un peu parler de la profession d'aide-soignante. Dans votre cas, c'est beaucoup plus la maternité. Comment se passe votre journée? Essayez de nous schématiser un peu votre journée. C'est Hero Bakenire qui se lève le matin. Et si une caméra devait vous suivre, comment vos journées se passent? Comment vous quittez la maison? Qu'est-ce que vous faites arriver au boulot? Comment vous terminez vos journées, généralement? Une fois que Dieu te réveille, Saint te sauve, je m'apprête pour le service. Déjà, à 8 heures, je suis en blouse. Et le matériel, si par exemple c'est un jour de consultation, la consultation prénatale, le matériel, les accessoires pour accueillir les femmes enceintes, tout est disponible. Vous les accueillez, l'entrée, vous les enregistrez. Chaque femme a un dossier pour le suivi. Dès que la sage-femme est là, vous démarrez la consultation, mais pas une information, communication, éducation, UEC. Et vous rentrez après la consultation. S'il y a des femmes en travail, vous vous mettez en salle de dilatation. Si elle est prête à accoucher, elle est déjà à dilatation complète, vous la faites rentrer en salle d'accouchement, vous l'accouchez dans de bonnes conditions, sans hémorragie. Et c'est pas terminé, la journée n'est pas terminée. Et puis bon, après les accouchements, la femme, vous la surveillez. Elle reste en postpartum, c'est-à-dire une surveillance que tu dois mener, surveiller la femme afin d'éviter une hémorragie, car l'hémorragie est dangereuse, elle tue. Pendant 2 heures de temps, contrôler sa tension artérielle et la température du bébé, celle de la mère. Juste après ça, maintenant, il y aura aussi des femmes qui font souvent des entrées, à tout moment, à chaque minute, elles posent leurs problèmes. Elles peuvent ne pas être là pour la consultation prénatale, mais pour des soins curatifs. C'est-à-dire, elle ne se sent pas bien, elle vient pour son problème. Au même moment, il y a la planification. Une femme vient pour le planning familial, je veux un espacement de naissance, on la reçoit. Il y aura aussi d'autres cas, comme le cancer de col de l'utérus. Je suis venue voir une sage-femme, je suis venue voir l'équipe de consultation, j'ai mal au sein, j'ai problème de col, et puis on les amène pour détecter qu'est-ce qu'il y a. Et quand ça nous dépasse à notre niveau, la responsable de garde peut faire une référence vers la gynécologie, l'hôpital de zone. Bon, dans la journée, après maintenant les heures de consultation, les soins curatifs, disons la matinée, dans la soirée, quand il y a un peu de repos, vous vous reposez un tout petit peu, mais pas un repos qui comme ça, parce qu'à tout moment, pause, voilà, à tout moment chez nous là, c'est coco. Le soir, si c'est la garde, puisque j'ai déjà quitté la maison pour la garde de 24 heures, je me suis déjà apprêtée. Donc, l'équipe de permanence rentre, vous qui alliez faire la garde, vous restez. On ne sort pas n'importe comment dans un centre de santé ou un hôpital. Il faut que quand un patient, une patiente vient à tout moment, il faut que l'agent de santé soit présente pour la recevoir. Donc, l'équipe de garde, tu es là, tu fais ta garde. Dans la nuit, il n'y a pas sommeil. Dans mon cas, par exemple, à Djougou, les accouchements sont très bien menés là-bas. Les femmes accouchent, elles accouchent. Donc, nous faisons des accouchements et nous-mêmes, nous sommes contentes. Je suis très contente d'exercer le métier ensemble avec la sage-femme. Et quand vient le soir? Et le soir également, c'est ça, c'est toujours les accouchements, On rentre quand même à la maison quand on n'est pas de garde. Vous rentrez après une dure journée, vous rentrez vers quelle heure? Vous rentrez le soir à quelle heure? Le soir, par exemple, on a 1 heure, plus 1 heure de pause. Tu rentres juste pour faire un tour, voir ta petite famille. Là, c'est quand vous êtes de garde? Oui, quand. Voilà. Oui. Et quand vous n'êtes pas de garde, généralement, vous rentrez à quelle heure? Quand on n'est pas de garde, tu fais de 8h à 16h30. 16h30. 16h30.
tu rentres. Et les week-ends, tu te reposes, les jours fériés également, du lundi au vendredi. Mais si c'est la garde, c'est le tout. Si par exemple, tu as le planning révèle que tu dois faire une garde de 24 heures, 48 heures de repos, donc après les 48 heures de garde, tu descends. Mais avant la descente, il y a souvent la vaccination au niveau de la PEV, la vaccination du programme élargi, et le suivi des enfants, la vaccination de routine. Donc, il faut d'abord faire la vaccination avant de rentrer chez toi. Voilà, on comprend que vous aimez ce que vous faites, vous adorez ce que vous faites. Vous le faites avec beaucoup de passion, Madame Sero Bakenyere, on le sait, franchement, et à vous entendre, certainement qu'il y a des dames, des jeunes filles à l'écoute en ce moment, pour peut-être la rentrée prochaine, je veux dire, pour qui ont peut-être le bac ou qui ont envie d'exercer et qui vous écoutent en ce moment, ça. Si cela vous tente, on a toujours besoin donc de ce corps de métier. Alors, Madame Sero Bakenyere, avec vous, on parle de la profession d'aide-soignante. Vous exercez à Djougou. On sait que l'aide-soignante ou la sage-femme, ce n'est pas que, disons, les consultations prénatales, il y a également les consultations postnatales. Effectivement. Il y a également les consultations postnatales juste 6 semaines après que la femme est accouchée. Il faut qu'elle vienne pour qu'on puisse revoir et comment est-ce qu'elle va. Donc la sage-femme, l'équipe va l'examiner pour voir si elle a des. Est-ce que vous pensez que beaucoup de femmes viennent pour la consultation postnatale une fois qu'elles ont accouché? Quelles sont les statistiques? C'est-à-dire sur 10 femmes que vous recevez par exemple en prénatal et qui ont fini par bien accoucher et tout ça, combien reviennent pour la consultation postnatale? Sur 10 femmes par exemple, 8 sur 9 peuvent revenir. Ah, il y en a beaucoup qui reviennent. Oui, suite à des problèmes, à des complications ou à des non. malaises? Sur rendez-vous. Sur rendez-vous. D'accord. Oui, sur rendez-vous. Et elles respectent le rendez-vous. Par contre, d'autres ne respectent pas le rendez-vous malgré qu'elles sont informées de l'importance. Est-ce qu'il y a un inconvénient de ne pas venir à la consultation postnatale? Quels sont les inconvénients par exemple? Les inconvénients, c'est par exemple la déchirure vaginale. Et elle peut avoir une déchirure vaginale qu'elle-même elle ignore. Et cette déchirure peut provoquer une hémorragie et puis subitement elle va commencer par saigner. Le temps peut-être de la mener, de la transférer à l'hôpital, si ça prend du temps, le pipi peut arriver à ce qu'on ne souhaite pas. Justement. Il y a le bébé, au niveau du bébé aussi. Et le cordon ombilical, peut-être que au niveau du cordon, le cordon n'est pas le cordon même est tombé, mais il y a encore la plaie à l'intérieur. La maman envoie de l'eau chaude, et à l'intérieur ça commence par pourrir. Donc tout ceci, cette consultation postnatale nous permet de détecter le bien-être du bébé, de la maman, les inconvénients, les avantages. Franchement, à vous écouter, on a envie d'embrasser un peu cette profession. Alors carrément, après 15 ans, on pourrait dire que vous accouchez déjà. Très bien. Vous accouchez déjà. Oui. Voilà. Oui. Très bien. Voilà. Et puis, je le dis souvent, il n'y a pas de métier sans risque. On dit que les sages-femmes voient tellement de choses. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Nous rencontrons beaucoup de choses. Et puis c'est une profession, apparemment il faut être d'abord patient parce que c'est là je voudrais en venir. Il faut aller là par une pure vocation. Parce que vous savez qu'il y a tellement de plaintes, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui fuient certains hôpitaux, certains centres de santé, pas forcément privés ou publics, peu importe, parce que simplement elles sont mal accueillies. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de ces informations. On envoie des propos à la dame qui est déjà en douleur, et alors qu'il faut donc l'accueillir, comme on le dit en santé, un malade bien accueilli est déjà à moitié guéri. Est-ce que vous avez cas de ces femmes, ne les protégez surtout pas, s'il vous plaît, de vos collègues, elles ne vous en voudront pas, qui ont souvent eu de ces comportements vis-à-vis de certaines patientes? Ah oui, monsieur Gédas, je ne peux pas vous mentir. L'éducation, chacun a reçu son éducation différemment. C'est vrai, tout le monde n'arrive pas à accueillir les patientes normalement comme il le faut. Il y en a vraiment qui déçoivent
une fois la femme... Il y a des patientes, il paraît, il y a des femmes enceintes qui ont peur. Quand Oui. elles voient même... Il y a même des femmes enceintes quand déjà elles aperçoivent certaines têtes, une tête, elle rebrousse chemin. Elle peut même changer de centre de santé, de maternité à cause d'une tête. Et le problème, c'est, bien sûr, le problème, c'est qu'il y en a qui sont... Surtout lorsqu'elle est en urgence. Si elle n'est pas en urgence, elle peut dire, bon, je vais attendre celle qui m'accueille bien. Mais si c'est une urgence déjà, psychologiquement, elle est atteinte, ça abat, ce n'est pas un bon signe. Et tout ceci, ces comportements, souvent, hiérarchiquement, nos responsables nous interpellent pour ça. On reçoit même des récits, des formations pour ça, par rapport à l'accueil. Un malade, une personne bien accueillie, à moitié guérie. Et puis, tout cela, ça fait aussi le bon fonctionnement du centre de l'hôpital. Et j'ose croire que dans votre centre de santé ou dans votre où vous exercez, ça ne se passe pas ainsi, puisque... Non, moi, dans mon centre de santé, ma maternité, elle est la plus accueillante de toutes les maternités. De quoi donner envie aux gens de quitter Parakou, Cotonou, partout pour aller accoucher à Djougou. Donc, alors, si vous êtes à l'écoute, allez accoucher à Djougou. De bons résultats, de bons pourcentages lors des rapports. D'accord. Oui. Alors, Madame Seroba Kenyere, c'est plaisant de discuter de la profession d'aide-soignante avec vous. Je disais tantôt, il n'y a pas de métier sans risque, il n'y a pas de métier, disons, sans couac. Il y a toujours certaines choses qui ne vont pas. Généralement, qu'est-ce que vous voyez? Je le disais tantôt, quels sont les problèmes ou quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes souvent confrontés dans la profession? Merci beaucoup. Effectivement, tout n'est pas rose, souvent, par rapport au métier d'aide-soignante. Les difficultés que moi j'ai rencontrées, c'est souvent, il y a d'abord des fois, il y a le manque de matériel. Et vous avez envie de travailler, mais il manque de travailler, mais des fois quand on exprime le besoin, et on sait, mais pas tout, pas totalement. Secondo, il y a certains patients, des malades qui viennent, c'est comme si on leur a envoyé de venir provoquer. Mais vous l'avez dit tantôt, vous avez dit que malgré tout, c'est il faut rester vous. Il ne faut pas donc... voilà. Il y en a qui énervent vraiment. Il y en a qui vous fâchent vraiment, c'est ça? Mais moi je ne me fâche jamais. Quels sont les comportements qu'ils ont? Dites-nous. Les comportements, surtout, c'est l'entretien lorsque le centre est bien nettoyé. Puis un centre de santé, une maternité, l'hôpital doit rester propre. C'est un lieu où on vient prendre la santé. Donc, certains malades viennent, c'est leur nid de poubelle. Ils viennent, c'est quand ils voient le centre propre, c'est qu'ils sont mal à l'aise. Il faut salir, il faut cracher, il faut manger l'arachide et tout jeter. Pendant qu'il y a les poubelles, on les oriente. Bon, mais on dira que ce sont les femmes en situation, mais bon, il y a quand même que la sensibilisation suit. Voilà, il y a eu la sensibilisation. Bon, en dehors de ça, de nous-mêmes, il y a la garde. Lorsque le personnel n'est pas suffisant, les ressources humaines, la ressource humaine n'est pas, donc le peu de personnel se fatigue. Donc tu fais le travail peut-être de 3 personnes et puis ça t'épuise. Tu es fatigué au point même des fois tu rentres à la maison, papa dit voilà, ton mari, tu n'arrives même pas à l'embrasser correctement, hein, tu es fatigué. Je suis fatigué. Il faut avoir donc un mari très compréhensif. Ah oui, avec ce métier, il faut avoir un mari, puisqu'il n'y a pas le temps toujours. Tu es au boulot, occupé, au chevet des malades. Est-ce que vous avez souvenance de votre première garde, de votre premier accouchement? Oui, racontez-nous ça, rapidement. Racontez-nous rapidement. C'est à Natitengu, ma toute première garde à la maternité. J'ai eu des frissons. C'est la première fois que vous voyez un du bébé. Sang et en même temps un accouchement avec déchirure. Donc la femme, c'était son premier geste, c'était une premier pas, son premier geste. Son périnée était trop petit, le ventre était trop petit, mais l'enfant était un peu gros. Il fallait que la sage-femme lui augmente la voix. Quand elle a passé le ciseau, elle a commencé par couper la gîte. J'ai dit, c'est ce que j'ai embrassé, ça y est. Et de ce jour-là. Ça vous a donné un peu un petit dégoût à l'instant. Elle dit, waouh, c'est quoi ça? C'est ce que je verrai tout le long de ma carrière. Oui, wow. Et puis, elle a fait ça, elle a sorti le bébé, je l'ai nettoyé, tout et tout, le bébé était beau. Là, mais après, elle a fait la suture,
4 points, tout était propre. La femme, elle refusait de se tordre de douleur. Non, ça fait mal. On dit, mais si on n'arrange pas, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Donc, il faut la voix qu'on a augmentée, il faut qu'on arrange ton vagin, il faut qu'on arrange le périnée. Comme ça, prochainement, ton mari aussi sera content. Puisque c'est pas le seul. Vous ne lui avez pas dit, c'était doux, non? c'est généralement la phrase des sages-femmes. Vraiment. Franchement, et puis beaucoup de femmes ont ça. Donc c'est un peu ce que. Il y a aussi l'autre chose, certainement que. Là, c'était votre première... Oui, ma toute première grade. Voilà. Donc, vous vous en souvenez, cet enfant doit avoir déjà peut-être les 16 ans, les 15 ans. Oui, l'enfant, oui. Hein. Voilà. Oui, 16 ans. Hein. Voilà, et quand ça se passe bien, vous êtes content, mais parfois, ça se passe mal. Oui, parfois, ça se passe mal. Dites-nous. Ça tourne autour, ça tourne autrement. Racontez-nous quelques cas rapidement. Par exemple, lorsque la suture n'est pas bien faite, et la femme, après l'avoir libérée, 24 heures, 48 heures après, et le fil lâche. Soit peut-être elle a envoyé trop de l'eau chaude et puis le fil lâche. Et elle saigne, elle se dit, bon, le saignement, c'est rien. Elle peut mourir. Mais déjà, ça c'est la post-maternité, on pourrait dire. Il y a que vous voyez beaucoup de choses. Lorsqu'une femme est sur la table d'accouchement, ces 2 vies sont... Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir des cas? Oui. Une femme qui, subitement, la tension monte, elle commence par frissonner, par avoir des convulsions, par blanchir, elle devient pâle, soit le sang, elle devient anémie sur place. Donc rapidement, il faut la référer dans un hôpital de référence pour une meilleure prise en charge. Et le bébé également, lorsque la femme elle n'a pas bien suivi sa consultation, l'enfant vient avec des infections, des pathogènes, il n'est pas bien coloré, il est pâle, soit c'est au niveau des yeux, il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Donc tout ça, c'est le manque de consultation, puisqu'elle n'est pas bien sur le manque de suivi, elle n'a pas bien suivi sa consultation. Donc nous profitons en même temps pour lancer des communications, des informations. Et la maman, à son niveau, lorsque elle n'arrive pas à pousser, par exemple, si le bébé, elle n'arrive pas à pousser, et qu'il est temps que l'enfant sorte, elle n'arrive pas. Donc, si on traîne le bébé, on doit sortir un mot. Justement, je pense que c'est là, je ne voulais pas qu'on en vienne, mais il vous est arrivé des cas où vous avez eu des monnaies, il vous est arrivé aussi des cas où vous avez perdu les moments sur la table d'accouchement. Racontez-nous un peu. Non, pendant mon parcours, vous n'avez jamais rencontré. Jusqu'à l'heure où je n'ai jamais. Mais vous savez que c'est des cas. Oui, ça arrive avec certains. Mais moi, généralement, comment est-ce que vos collègues qui vous racontent, c'est un peu difficile, un peu douloureux? Une femme qui meurt sur la table d'accouchement en venant donner vie? Le décès maternel fait très mal. Voilà ce pourquoi le gouvernement, depuis quelques années, se bat pour qu'on puisse avoir 0 décès dans les maternités. Ce n'est pas bien qu'au 21e siècle qu'il y ait encore des décès maternels sur la table. Ce n'est pas bon. Les décès néonataux, tout ça, c'est pas bon. D'accord. Alors, Madame Sero Bakenyere, on est pratiquement à la fin de cette émission. C'est Métiers à la loupe. On parle des corps de métier, des professions également. On a plaisir donc de vous recevoir dans nos studios. Mais déjà, dites-nous, comment conciliez-vous le job et la famille? Comment vous le faites? Comment vous vous organisez à la maison pour que les enfants, que monsieur n'ait pas à se plaindre de trop? Comment planifier? Est-ce que c'est facile? Merci, monsieur Gildas. Le planning est bien défini, surtout que ton mari te comprend déjà. Il sait que, ma femme, elle travaille, elle est fonctionnaire, elle doit assurer ses besoins, m'aider, mais les enfants sont là. Donc, le planning est bien établi. Si, par exemple, je suis de garde demain, je m'apprête ce vendredi à avoir une bonne sauce pour les enfants, pour le père de foyer, le responsable de foyer. Et
Une fois à la garde, le mari est là, il surveille les enfants. Et qui vous amène à manger lorsque vous êtes à la garde? Parce que généralement, quand les hommes sont à la garde, ce sont les épouses qui les amènent à manger. Est-ce que... Si l'époux est présent, il est disponible, le service aussi n'est pas occupé par lui. Lui-même, il vient, il amène le repas, mais pas toutes les fois. Ou bien les enfants, ou c'est une sœur, ou la domestique peut de la porter. C'est ça. Et ça se passe très bien. Et les jours de repos, quand tu descends, la famille est bien contente de t'avoir à côté, les enfants, maman est là. On a une journée au moins de repos. Sinon, les gardes là, tu dors ailleurs, les enfants, papa, maman. Mais on arrive quand même à concilier tout ça et que ça n'impacte pas sur l'éducation des enfants. Ah oui. Par exemple, si c'est des jours ouvrables, il y a des heures que je fais une soirée à la maison pour amener les enfants à l'école lorsque mon mari n'est pas là. Ou bien si lui il est là, c'est lui qui le fait. Leur éducation, la répétition, si c'est un jour, un week-end par exemple que je suis de garde, le répétiteur doit venir. Tout est planifié, je suis par le téléphone, j'appelle le répétiteur, il est à l'heure. Ça c'est une bonne moment, franchement. De toute façon, toutes les moments sont bonnes parce que l'éducation des enfants vous incombe beaucoup plus. Les papas font semblant de ne pas être libres et les moments, on sait combien vous faites beaucoup dans l'éducation des enfants. Maintenant, merci d'être reconnaissant. Voilà. Et maintenant, nous allons parler de vous. Vous êtes spécial parce que il y a vos collègues qui concilient et job, d'accord, et vie de foyer. Mais vous conciliez, et ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas, parfois et job, et vie de foyer, vie de couple, et votre carrière musicale. C'est juste pour annoncer à ceux-là qui nous écoutent en ce moment que vous êtes également musicienne. Alors, comment ça se passe? C'est pas facile, mais vouloir, c'est pouvoir. Et là, l'autre brèche que j'ouvre, la musique est venue à quel moment donc de votre vie? La musique était là depuis l'âge de 7 ans. Ah d'accord. Parce que j'ai commencé par la danse traditionnelle Teke. D'accord. À Natitengo, je m'étais intégrée dans un groupe. Vous devez tout à Natitengo en fait. Oui. D'accord. Puis on a vécu le cursus scolaire. Papa a travaillé là-bas jusqu'à prendre la retraite. D'accord. Donc tout mon cursus scolaire, primaire, secondaire, c'est à Natitengo. Donc à peu près, je peux dire c'est notre deuxième fief. D'accord. Donc, à l'âge de 7 ans, il y avait un groupe, le groupe Tukosari de Natitengo, qui avait lancé un casting. Et je m'étais présentée même avec mes petits frères, petites sœurs. Et puis, on m'a retenue avec mes petits frères. On a commencé par danser. En ce temps, je devais chanter, puisque je voyais les grandes sœurs qui nous avaient précédés, qui chantaient. Et puis ça m'a plu. C'est de là la passion est venue. D'accord. Donc quand j'ai intégré le groupe, on venait même à Parakou, ici partout au Togo, nous invitait pour danser le Teke. Et c'est là dans le groupe j'ai commencé par chanter. J'avais initié aussi ma petite sœur qui chantait aussi. Okay. Bon. Après l'étape, papa a dit, les études d'abord, on a quitté le groupe. Après des années. Mais on a gardé quand même la passion de la musique. De la musique. Et au collège, on avait un groupe aussi, lors des journées culturelles, on s'entraîne. Et c'est comme ça que je m'étais présentée pour les interprétations. On voulait des filles qui devaient interpréter. Je me suis présentée pour les interprétations des sons de Jocelyne Labille, Ivoirienne, Aïcha Kone. Et Monique Seka, ainsi de suite. Puis ça allait bien, très bien. Donc c'est de là maintenant, un jour, j'étais à l'écoute de la radio Parakou, j'avais ma radio, j'écoutais quand ils ont lancé un concours à Capella. C'était la cigarette fine qu'ils avaient lancée. Bien sûr, dans le temps. Et je m'étais présentée. Ils avaient dit, tu peux interpréter ton propre son, ta propre composition ou une autre musique. Voilà, moi, comme j'avais déjà écrit mes textes, puisque j'écrivais déjà mes textes depuis... Qui n'étaient pas encore arrangés. Oui. Et c'est comme ça. C'est avec ce texte que je m'étais présentée et j'étais retenue jusqu'à la finale au Hall des Arts. Nous sommes allés, et c'est au Hall des Arts, arrivé au Hall des Arts. Il y avait un qui était le premier qu'on a envoyé au Sénégal. Et ça vous a fait mal? Non, j'ai dit, comme ça, là, quand... Ça a été un élément motivateur. C'est vrai que ça m'a fait mal un peu, mais on a digéré, je n'étais pas la seule. Et je me suis et donc, ça a été le déclic, de la carrière. Et depuis, vous êtes devenue musicienne, en fait. Et puis, vous avez un album.
Bon, bientôt l'album, sinon l'album. j'ai des singles. D'accord. Sinon l'album est en cours. D'accord. Bientôt vous aurez l'album. J'ai déjà au moins 5 singles, 5 titres. Le 15 décembre passé, j'ai lancé le premier single, Mbamara, le titre est Qui passe, Mbamara. qui passe sur nos antennes. Il y a le son de l'archive, la journée internationale des droits de la femme. Bien sûr. Bien Bon, sûr. il y a aussi d'autres sons, le Et yaé. on comprend donc que vos thématiques sont des thématiques de société. Oui, de D'accord, vous vous société, intéressez d'amour, plus d'amour, sentimental. bien sûr. Oui, moi j'aime aussi plus chanter sentimentalement, parce que il y a l'un de mes idoles, Fally Ipupa, qui a dit que quand tu veux avoir du succès dans ta carrière musicale, il faut chanter l'amour. On comprend donc que vous aimez beaucoup Fally et voilà. Franchement, ce fut un plaisir. Votre mot de la fin, mais déjà, quel conseil à l'endroit de la gente féminine, de nos jeunes sœurs, de vos jeunes sœurs qui nous écoutent en ce moment et qui sont sidérées? Il y a des Sero Baké Niré en miniature qui nous écoutent en ce moment et qui se disent mais comment elle arrive à être Dokotoro comme on le dit, en même temps elle est au foyer, elle chante. Quel conseil vous avez à leur donner? Certainement étudier d'abord, c'est peu ça. Ah oui, Ouais. hein. La première des choses, il faut étudier. Il faut aller à l'école. Les vertus de l'école, il faut aller à l'école. Quoi qu'en soit ce que tu feras aujourd'hui, si tu n'as pas mis pied à l'école, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc l'école est très importante, que ça soit fille, garçon. Et ces jeunes filles, je les demande d'abord, d'écouter leurs parents pour leur propre avenir. Après les études, tout peut venir. Après les études. Maintenant, si elles ont des passions, des ambitions de chanter, il faut qu'elles, après les études, il faut qu'elles se mettent au travail. Il faut qu'elles se mettent au travail. Puisque ce n'est pas se lever seulement dire je veux chanter. Non, il faut travailler avec des groupes, comment avoir le texte, comment chanter, comment respecter le temps, Bien sûr. les textes. Est-ce que Baké Niré a le goût pour un instrument par exemple? Oui. Voilà, parce Le qu'on nous dit piano. que le piano, voilà, parce qu'on nous dit piano. qu'un musicien doit Oui, être toujours, voilà, toujours d'accord. passer. Et vous Je jouez suis un fan. peu, vous jouez au piano. Oui, j'apprends déjà. D'accord. J'apprends déjà. D'accord. J'apprends. D'accord. Donc, de se mettre au travail, de ne pas suivre la facilité. Elles n'ont qu'à bosser dur. Le travail paye. Après le travail, elles-mêmes elles verront, tu seras tranquille. C'est un homme même un vrai homme qui viendra vers toi pour dire je veux t'épouser. Et toi-même, tu seras respecté dans ta famille, dans la société. Bien sûr. Ça, c'est de sages conseils. Franchement, merci beaucoup, Sero Baké Niré. Merci beaucoup. C'était donc Métier à la loupe qui vous recevait. On a parlé de la profession d'aide-soignante. Vous êtes aide-soignante, vous exercez à Djougou et vous êtes musicienne, vous êtes chanteuse. Bientôt un album et vos titres sont écoutés. Et donc, on les recommande vivement à les écouter sur toutes les chaînes de radio et notamment à Radio Parakou. Un petit acapella avant de terminer quand même cette émission. Oui, merci. Allons-y. Mon sano, mbana nunkua, we akama morumo, wasenagia, yansano, kiru, mon sano, nukutia, Yangai bakaru mbana kuwa akamorumo bébé chéri bébé nogantora duyayairi. Et c'est avec donc cet acapella que nous refermons donc cette émission de Métier à la loupe qui recevait pour vous Sero Baké Niré. Merci vraiment. Yes, mon frère! Le seul et unique langage que Dieu comprend, c'est le travail. Man, il faut work. Frigoriste, mécanicien, soudeur, potier, coiffeuse, menuisier, couturière, enseignant, tailleur parlent de leur métier. Chaque semaine, découvrons les rouages et les contours d'un métier.
Portrait, profil requis, parcours. Métier à la loupe. Voulez-vous connaître les réalités des métiers? Voulez-vous savoir tout sur ces métiers? Prenez rendez-vous avec la meilleure des radios, Radio Paracou. Tous les vendredis à 16h. Rediffusion à partir de 0.